Bonjour, bienvenue sur les podcasts Mountain Changemakers, le média de la transition des territoires de montagne. Talk to You, c'est un rendez-vous avec un acteur économique, politique ou associatif avec qui nous décryptons les enjeux liés à l'évolution de nos territoires. Changement climatique, biodiversité, bouleversement économique, diversification touristique, mobilité, crise du logement, l'ensemble de ces sujets font partie de nos entretiens réguliers pour mieux comprendre les changements auxquels nous devons faire face. Armelle Soleilac est l'invitée de Laurence Urbeck, experte en stratégie de marque sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour le tourisme, le sport et les loisirs. Elle a débuté sa carrière par un tour du monde des stations de ski, explorant 280 domaines skiables dans 27 pays sur 5 continents. Un projet fondateur qui l'a amené à créer Switch, un cabinet de conseil basé à Annecy et à Los Angeles. Armelle Soleilac accompagne également de nombreuses entreprises vers la labellisation B Corp, une abréviation de Benefit for All, désignant une société reconnue pour avoir des effets bénéfiques sur le monde tout en étant rentable. Depuis 2025, Armelle Soleilac entame une nouvelle étape en lançant Above and Beyond, un fonds d'investissement à impact dédié aux startups du tourisme, du sport et des loisirs. Armelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue à nouveau sur le plateau de Mountain Changemaker. Armelle Soleilac, donc toujours présidente de Switch, spécialiste en marketing et en tourisme. Above and Beyond, le fonds, on en avait déjà parlé aussi. Aujourd'hui, on parle d'une étude que vous venez de sortir, une nouvelle, sur le futur du tourisme. 2035, c'est une échéance que vous avez fixée comme cadre de réflexion. Donc, première question, évidemment, cette étude, vous êtes, si j'ai bien lu, appuyé sur des tendances, sur d'autres études qui sont sorties, sur d'autres analyses, sur des signaux faibles. Pourquoi cette étude et quelles sont justement les premières tendances fortes que vous avez pu remarquer ? Oui, alors toutes mes études sont basées sur une veille que je fais sur 900 sources d'informations dans plus de 80 pays dans le monde, plus du temps passé sur le terrain, parce que je considère que le terrain ne ment jamais et qu'on peut lire des choses formidables partout dans le monde, mais quand on y va, c'est quand même autre chose. Et des fois, on constate un peu des différences. C'est une étude que j'ai voulu sur 10 ans, que je reconduis tous les 5 ans. Donc la première fois, je l'avais publiée le 20 avril 2020, en pleine période de confinement, premier confinement pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Et c'est une étude que je voulais, là encore, pour les professionnels du tourisme, pour les destinations, pour tous les acteurs publics, les hébergeurs, et aussi les marques, évidemment, mais plus largement pour tous ceux qui conçoivent des expériences. Est-ce que dans les tendances que vous avez pu remarquer, l'objectif du voyage évolue? Est-ce que, plus clairement, est-ce que l'objectif du voyage reste, j'allais dire uniquement la découverte, en tout cas de la découverte, ou est-ce que c'est aussi une recherche très personnelle de transformer quelque chose, en tout cas d'apprendre pour soi-même quelque chose qui peut transformer notre vie? Oui, alors sur les 10 tendances qui ont émergé de cette étude, il y en a une que j'ai d'ailleurs placée en première position parce que c'est celle qui me semblait la plus forte. C'est une forme de basculement. En fait, on constate que de plus en plus, le voyage, c'est pas juste se déplacer d'un point A à un point B, aller regarder des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir chez soi, manger des choses dont on n'a pas l'habitude, rencontrer des gens et repartir. En fait, de plus en plus, les voyageurs recherchent un point de bascule dans leur vie et font de leurs vacances une sorte de moment décisif. C'est un moment pour se retrouver eux-mêmes, pour réfléchir sur leur parcours de vie passé, pour ce qu'ils veulent pour l'avenir. Et c'est quasiment un travail de développement personnel pour un certain nombre d'entre eux. Et ça, c'est assez nouveau, finalement, ce paroxysme du point de bascule que peut être un voyage ou une expérience touristique d'une manière générale. Et vous parlez de moment décisif, oui. Dans tout ce qui paraît, ce qui moi m'a paru en effet relativement
nouveau dans ce que vous citez comme tendance. Vous parlez du silence et de la solitude comme un nouveau luxe. C'est une jolie phrase. Donc, vous avez remarqué des vraies tendances de recherche. C'est lié à la société qui est sur, où on est tous surpressés sur quelque chose. Oui, alors c'est assez, c'est une tendance qui m'a beaucoup amusée à étudier, et notamment à étudier sur le terrain, parce que j'ai été confrontée à des exemples de mise en œuvre tout à fait amusants. Mais effectivement, on est dans une société qui est ultra bruyante, on est saturé de sollicitations, de notifications sur nos téléphones, nos ordinateurs, etc. Internet est un lieu qui fait beaucoup de bruit, et donc le nouveau luxe ou les nouveaux luxes, eh bien, c'est de se retrouver dans des endroits où effectivement, il y a moins, voire pas du tout de bruit, mais c'est aussi, lorsqu'elle est choisie, de s'y retrouver en pleine solitude. Et j'insiste sur la notion de choix, parce que la solitude choisie, ça peut être un moment extrêmement plein de félicité et merveilleux, mais quand elle est subie, c'est plus du tout la même chose, et ça peut être même carrément angoissant. Et on a une polarisation autour de ce sujet de la solitude. Donc de plus en plus, on a des voyageurs qui recherchent des lieux calmes, avec moins de foule, voire plus personne du tout, et un temps et un espace finalement pour se retrouver avec eux-mêmes. Alors dans la même tendance, on va citer le mot mythique, mais en tout cas ce qui semble sortir quand j'ai lu l'étude, et c'est rassurant, mais j'avoue que ça m'a surpris. Ça veut dire que il y a de plus en plus aussi de gens qui rechercheraient plus de récits, de symboliques, en tout cas d'historiques, en gros de se nourrir en fait, de se nourrir intellectuellement. Oui, alors il n'y a pas que des gens qui veulent partir seuls, il y a aussi des gens qui veulent partir en famille ou en groupe ou avec des amis. Et en fait, comme on vit dans une époque qui est quand même totalement saturée d'images et de contenu, eh bien voir, ça suffit plus. En fait, on a besoin de ressentir, on a besoin de croire, on a besoin d'appartenir. Et donc toute la symbolique autour de ça redonne finalement de la profondeur. Et donc on a comme ça, et particulièrement dans les voyages familiaux, une recherche de transmission de valeurs profondes, fortes, à nos enfants, mais aussi avec partage de valeurs avec des proches. Et finalement, cette recherche de mythes, de retour à ces récits fondateurs pour avoir plus de profondeur et aller au-delà des, j'ai envie de dire, capsules vidéo de 30 secondes sur TikTok ou sur YouTube Shorts. Oui, c'est important. La montagne, évidemment, dans tout ça, quand on parle de récits, de symboles, de grandes histoires, elle en a forcément beaucoup. Pourtant, on n'est plus dans une époque, enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on soit dans une époque où les gens, quand ils viennent en montagne, recherchent beaucoup ça. Alors, est-ce que c'est une vraie tendance, et est-ce que le tourisme de montagne, en tout cas, les acteurs du tourisme doivent repenser justement leur façon de mettre en avant ces récits, enfin, cet imaginaire de la montagne? Alors oui, les visiteurs en montagne sont en recherche de récits forts. Ils ont leur imaginaire qui a besoin d'être nourri en permanence. La question moi que je me suis posée autour de ça, c'est plutôt comment la montagne, parce que en fait ça fait plus de 10 ans qu'on dit qu'il faut réinventer les récits en montagne et raconter autre chose, mais on ne dit jamais quoi. Et le risque, en fait, c'est de tomber dans l'éternel néo-savoyard, l'éternelle performance solitaire au bout d'une corde, dans la glace, etc. Bon, il y a d'autres manières de raconter la montagne. Et finalement, la question, c'est comment le faire. Et je crois que ce que cette étude révèle, eh bien, c'est que, en fait, il faut repartir du vrai. C'est-à-dire repartir du quotidien des habitants, des saisons, des métiers, des gestes, aussi des silences qu'on peut avoir en montagne, et pas du folklore tel qu'on pourrait l'imaginer. En tout cas, l'idée du folklore, c'est l'idée de plaquer une image comme telle qui n'aurait pas bougé et qui serait toujours la même. En réalité, la montagne, c'est un territoire qui est ultra vivant, avec des modes, avec des cycles, etc. Et raconter tout ça enrichira nos visiteurs et montrer que la montagne, certes les montagnes sont immobiles, mais tout ce qui s'y passe est très en mouvement, et c'est ça qu'il faut raconter. Il y a un chiffre que vous sortez dans cette étude qui est en augmentation et qui montre une augmentation du temps passé en dehors de l'hébergement lors d'un séjour par des vacanciers. Est-ce que ce chiffre, il faut le prendre en compte justement pour
pour penser, en tout cas, ou repenser, en tout cas, l'expérience des gens qui vont passer un séjour en montagne? Alors pour moi, ça dit deux choses. C'est d'abord, il faut repenser l'expérience d'hébergement. Ça, c'est un point indispensable. Et il y a tout un sujet de réhabilitation immobilière pour des enjeux d'expérience, mais aussi pour des enjeux, j'ai envie de dire, d'impact environnementaux, etc. Au-delà de ça, en fait, l'hébergement, c'est une base. Et la valeur ajoutée, elle est dans tout l'écosystème autour de cet hébergement. Donc les activités, le sujet de mobilité, de restauration, de rencontres, de paysages, etc. Et finalement, les professionnels du tourisme en montagne, c'est ça qu'il faut qu'ils travaillent. On a une base et puis comment on va construire autour les éléments de l'expérience qui vont faire que le séjour au global sera mémorable, parce que c'est ça que les gens recherchent. Je le dis, c'est des points décisifs, des tipping points, comme disent les Américains. Et donc pour ça, il faut que l'expérience globale soit fluide, elle soit la plus riche possible et la plus transformante possible. Alors, les réceptifs, en tout cas les offices du tourisme ou les resorts ou autres, en tout cas toutes les personnes qui vont être en contact avec les visiteurs en montagne, j'allais dire l'été, c'est vrai aussi pour l'hiver évidemment, même si c'est peut-être encore plus vrai l'été. Est-ce qu'ils ont encore plus maintenant, d'après cette étude, c'est ce que je pense lire, un rôle de pédagogie, ou en tout cas un rôle de faire découvrir, faire connaître le territoire, faire découvrir, faire connaître ce qui est bon pour le territoire, pour que cette expérience soit autant un séjour de vacances qu'un séjour d'appropriation aussi de ce qui fait qu'un territoire, enfin voilà, de connexion en fait avec le territoire. Oui, et c'est d'ailleurs l'une des motivations principales des visiteurs, c'est de pouvoir comprendre où est-ce qu'ils sont, qui sont les gens qui font le territoire, quelle est l'histoire de ce territoire, qu'est-ce qui s'y passe, etc. Et ce qu'on voit d'ailleurs, il y a une tendance assez forte sur le sujet qui est ce que j'ai appelé la récompense durable. En fait, on est dans une société, on est archi-culpabilisé pour tout le temps. Or, cette culpabilisation, elle est fatigante et elle polarise. Et on n'a pas besoin de polarisation on n'a pas besoin de davantage de polarisation en ce moment. On a plutôt besoin de convergence. Et donc finalement, avoir une approche quand on est dirigeant d'un office de tourisme ou d'un organisme qui va piloter un territoire, eh bien, c'est le sujet de la récompense qui se cache derrière. Et plus cette récompense sera durable, plus elle va créer de l'adhésion des visiteurs sur le territoire, mais aussi d'ailleurs des habitants du territoire. Et donc finalement, la récompense, elle immersie et elle donne envie de bien faire. Donc l'idée, c'est de trouver en fait tout ce qui va permettre à des visiteurs de se comporter bien, d'être respectueux, de comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils le font, en les récompensant. Et il y a l'exemple de la ville de Copenhague qui a déployé ça depuis 18 mois maintenant, qui fait que dès qu'on va se déplacer avec des transports en commun, ou qu'on va par exemple aider sur le jardinage des parcs publics ou ramasser des déchets, eh bien vous avez une récompense qui peut être par exemple un tour en kayak sur les canaux de la ville. D'ailleurs, le kayak qu'on va vous fournir, il aura une petite poubelle, et plus vous ramasserez de déchets, plus vous collecterez en fait la possibilité de pouvoir vivre d'autres expériences qui vous seront offertes. Charge évidemment à la ville de Copenhague derrière de traiter et de gérer les déchets. Et en fait, on est là dans un cercle vertueux qui est hyper intéressant parce qu'on vous fait découvrir la ville, jardiner dans un parc, visiter les canaux, tout en vous permettant de contribuer positivement à la vie de cette ville. Il y a une partie aussi qui m'a un petit peu interpellé, parce que c'est un message fort à toutes les agences de voyage ou au resort. C'est vous parlez du développement d'un tourisme plus sobre, plus local, un peu plus minimaliste en fait quelque part. Est-ce que c'est une vraie tendance de fond? Parce que ok, ça existait depuis quelque temps. Est-ce que ce que vous dites dans l'étude, c'est que ça va grandir. Oui, en fait, c'était un signal faible il y a une dizaine d'années. Ça commence à être une tendance sur l'édition 2020 de l'étude, et aujourd'hui, c'est une tendance
lourde, donc elle est indispensable. Enfin, c'est indispensable de l'avoir bien en tête. En fait, pour moi, il y a à la fois une forme de luxe minimaliste qui recherche une forme de beauté, de simplicité, de fluidité, et puis il y a une forme de transition de fond parce que les modèles massifs avec les gros resorts, etc., deviennent de plus en plus difficiles à la fois à vendre, mais aussi à justifier d'un point de vue écologique et social. Et en fait, le micro, il permet une meilleure gestion, il permet une meilleure intégration aussi physique dans les lieux, moins de pression sur les populations, moins de pression foncière, moins de pression écologique, et donc plus de qualité aussi, plus de liens avec la communauté et avec le territoire. Donc pour moi, cette tendance, elle s'inscrit durablement parce que c'est une réponse à la fois à la recherche d'authenticité vécue, on n'est pas dans la carte postale, on est dans une expérience simple, mais aussi aux nécessités de respecter nos limites planétaires qui ont été déjà vastement dépassées, puisqu'au moment où on fait cette interview, on a quand même 7 des 9 limites planétaires qui ont été vastement explosées. Complètement. Est-ce que la montagne peut justement devenir un bel exemple de ces pratiques plutôt vertueuses? Vous citez un exemple d'ailleurs qui a été mis en place à Morzine. Est-ce que ça peut s'étendre? Est-ce que la montagne a les avantages et les atouts justement pour prendre cette tendance totalement en partie pour elle en tout cas? Oui, parce que en fait, la montagne, elle concentre au même endroit à la fois l'intensité et l'intériorité. Donc pour moi, elle permet de transformer par le rythme, par l'effort, par le silence, par l'humilité aussi face au paysage. Et elle peut proposer une forme de transformation qui est accessible, qui est pas dans quelque chose d'assez élitiste. Parce que aujourd'hui, on est quand même plutôt sur une approche très élitiste du territoire. L'exemple à Morzine, c'est celui du Pass Express alpin. Moi, je pense que si vous voulez, la montagne, elle a un atout naturel et que elle rend la déconnexion possible, en tout cas la déconnexion à la technologie, mais la reconnexion, ou plutôt la reconnexion à soi, aux autres et à la nature, encore plus accélérée que d'autres territoires qu'on pourrait rencontrer en France ou ailleurs. En fin d'études, vous abordez le sujet quand même évidemment d'une certaine partie aussi de tourisme en montagne, qui est très disparate. On a des endroits qui sont très inaccessibles en termes de tarifs, d'autres beaucoup moins. Enfin, vous évoquez le terme de contre-champ. Justement, vous pouvez nous l'expliquer un peu plus? Je l'ai lu, je pense avoir compris, mais je veux bien avoir votre explication sur ce que vous voulez dire par là. Oui, en fait, sortir une grande étude avec des super chiffres clés, des grandes tendances, c'est très bien, mais prendre de la hauteur sur ces chiffres et ces tendances, c'est indispensable. Parce qu'il y a forcément des questions sur lesquelles on n'a pas forcément de réponse, ou en tout cas, à minima, il faut se poser ces questions-là. Parce que c'est des questions sociétales, c'est des questions parfois morales, éthiques aussi, et c'est indispensable de prendre cette hauteur-là. Donc l'étude, elle vise certes à présenter les grands chiffres, les grandes tendances, mais elle vise aussi à prendre de la hauteur et à inviter les lecteurs à réfléchir encore plus et pas juste à quelque part absorber un contenu, savoir à peu près comment ça va se passer dans les 10 prochaines années, mais je voulais vraiment que les gens puissent aussi s'offrir un temps de réflexion autour de tout ça. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est bon pour la nature? Est-ce que c'est bon pour notre société? Quels sont les angles morts finalement qu'il faut intégrer dans la réflexion, parce que c'est comme ça finalement qu'on designera au mieux ce que seront nos destinations touristiques dans le futur, c'est en envisageant aussi tous les angles morts qu'on pourrait avoir oubliés. Vous avez déjà eu quelques retours là-dessus justement sur des professionnels qui ont lu cette étude et que ça a pu faire réfléchir sur certains items? Alors oui, notamment sur des designers de resort et sur le sujet du silence, c'est-à-dire comment on peut designer des resorts avec des lieux qui vont être ultra festifs, mais en même temps proposer des lieux qui vont être extrêmement calmes. Parce que quand on est en plein air, on n'a pas le contrôle des ondes et du son qui se déplacent. Et donc c'est très intéressant de voir comment ils réfléchissaient, y compris avec des matériaux,
végétaux, mais aussi avec des éléments naturels, comment on plante certains arbres, certains végétaux, comment on fait en sorte que le son soit confiné à certains endroits sans que les gens soient forcément dans des boîtes, pour pas parler de boîtes de nuit, mais en leur permettant de vivre les espaces naturels, et puis évidemment en faisant en sorte que, parce qu'il y a les espaces naturels, mais il y a aussi les habitants de ces espaces naturels où nous ne sommes pas forcément toujours chez nous, et donc comment faire en sorte d'avoir des espaces festifs à certains endroits et des espaces complètement calmes pour permettre à la faune et à la flore de vivre sa meilleure vie sans être impactée. Donc c'est très intéressant d'avoir ces échanges avec ces designers, à la fois designers d'intérieur, architectes, et puis toutes les personnes qui pensent à l'urbanisation autour des resorts. Parfois les échanges étaient lunaires, parfois ils étaient beaucoup plus concrets. C'était assez amusant, ouais. L'étude est toujours disponible sur le site ? Elle est disponible dans son intégralité et gratuite. On avait parlé de 2035 au début de l'étude. C'est dans 10 ans. Après avoir fait cette étude de plus, j'allais dire, qu'est-ce que vous aimeriez dire, qu'est-ce qui vous semblerait juste en tout cas de dire à des professionnels du tourisme pour les accompagner à avoir une vision pérenne en 2035 ? Je crois qu'il faut vraiment concevoir le voyage comme une expérience qui soit transformative, qui soit douce, qui soit ancrée et qui soit la plus désirable possible. Et donc, si vraiment il faut retenir que ça de l'étude, c'est comment faire en sorte que les expériences que vous allez designer répondent à l'ensemble de ces critères-là. Merci Armelle. Merci. Ce que je retiens de l'échange, c'est l'investissement d'Armelle Solélac sur le terrain. Armelle ne se contente pas d'analyser, elle expérimente. La plus grande évolution actuelle du tourisme, c'est cette tendance à faire du voyage un point de bascule pour nos existences. Les voyageurs sont dans une recherche de développement personnel et non plus dans une simple expérience de dépaysement. Et pour cela, ils voyagent davantage vers des lieux calmes. Le silence et la solitude choisis sont les nouveaux luxes. Ainsi, Armelle Solélac nous explique que les quotas ne doivent pas être un tabou. Exemple mexicain à l'appui, elle nous rappelle que allier plaisir et réduction de notre impact sans faire augmenter les prix est une démarche possible. Enfin, en montagne, et ce sont ses mots, il faut arrêter le folklore et repartir sur du vrai. Les voyageurs sont en attente d'authenticité. C'était Talk to You, le podcast original de Mountain Changemakers, à retrouver sur les plateformes d'écoute Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Si ces sujets vous intéressent, l'ensemble de nos contenus est disponible sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Retrouvez toutes les informations sur notre collectif sur mountainchangemakers.org. Ce podcast a été réalisé par Tom Surbeck.